Voilà, pour réveiller un peu les foules pour en chiquiter parce qu'il fait un peu froid. Sans la colonisation, l'Afrique n'atteint pas son niveau de développement à l'heure actuelle. Je répète, selon moi, il y a 51 États ou 50 États aux États-Unis et il y a 54 pays africains. Ouais. Je pense que si, là maintenant, on prend tous les pays africains, on les déplace on prend 51 États ou 50, on les déplace et on les ramène aux États-Unis et on prend les États américains, on les ramène en Afrique. Je pense que c'est une période de 100 ans, les Africains vont quitter les États-Unis pour venir en Afrique en termes d'immigration. Salut très chers auditeurs, bienvenue sur un nouvel épisode du Cercle Afro. On est encore là avec plaisir ce soir pour vous parler d'un épisode un peu saignant, comme la viande, comme moi je l'aime en fait. On va parler des opinions pas très populaires en anglais, unpopular opinion, des opinions qui font débat. On n'est pas toujours d'accord, on ne sait pas toujours prouver si c'est vrai, si c'est faux, mais en tout cas, c'est sujet à discussion. Donc aujourd'hui, nos opinions, vu qu'on est sur le cercle afro, on parle de l'Afrique, elles sont un peu centrées, tournées vers l'Afrique, comme toujours, dans le cœur. Donc, je vais commencer, les gars, mais déjà, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, je ne sais pas pour vous, mais comment est-ce que vous allez? Ouais, c'est vrai, ça fait un moment qu'on a pas que nous trois, en vrai. Ça va très bien, nouvelle coupe, nouvelle année, nouvelle mentalité. On passe au mode, comment ça s'appelle? Il faut un truc intéressant, tu vois. Il faut trouver un truc en anglais, en tout cas, mon nouvelle mentalité. Ouais. Non, ça va, hein. Nouvelle année, même couple, même mentalité, même tout. Voilà, on n'a pas changé, la ligne directrice reste la même. On fonce en ligne droite. Voilà. On construit ce qui est déjà bâti. C'est ça. On parle de quoi? Donc, je commence avec ma première opinion. Vous savez, moi quand j'étais petit, je me rappelle, mes parents me disaient un peu souvent que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Bon, je pense qu'on peut le généraliser un petit peu en disant l'ennemi de l'Africain, son pire ennemi, c'est l'Africain lui-même. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça comme opinion? Parce qu'aujourd'hui, on refuse de se l'admettre, mais quand on regarde dans l'histoire de l'Afrique, il y a quand même beaucoup de guerres civiles qui ont été causées, engendrées par ces mêmes Africains qui aujourd'hui se revendiquent, tu vois, frères et tout ça. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler du panafricanisme, de l'Afrique en tant que, pas seulement un continent avec plusieurs pays, mais vraiment un regroupement de pays qui sont en cohérence, quoi. Alors que quand on regarde dans les faits, c'est vraiment différent. Et il y a beaucoup de corruption aussi qui vraiment gangrène nos pays. Ça fait qu'aujourd'hui, des fois, tu veux monter, on va dire, dans le sens économique même, tu fais des projets, tu entreprends et tout ça. Mais tant que tu n'as pas l'appui de quelqu'un qui est haut placé, ça marche pas forcément, ça prend pas l'élan que ça doit prendre. Et inversement, tu peux ne pas être forcément quelqu'un, mais connaître les bonnes personnes, c'est-à-dire ne pas forcément avoir les compétences, mais connaître les bonnes personnes. Mais déjà, c'est un très bon départ. Voilà. Et donc, dans un continent où on se dit, ouais, tu as mieux que diplôme, plein de choses comme ça, corruption. On a vu même, on en a parlé un petit peu dans l'épisode Tier List, où on parlait de Lumumba. Et on sait très bien, un peu ce qui s'est passé avec Lumumba. C'est son frère noir qui l'a mis à mort, quoi. Donc on se dit que franchement, est-ce que l'Afrique n'est pas perdue si c'est l'Africain même qui tue l'Africain? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis mitigé sur cette avis-là, parce que je suis en partie d'accord, on va dire 50-50, et je suis d'accord sur le fait que la plupart des crasses que les Africains ont eues
où les personnes de peau noire ont eu en Afrique venaient de leurs propres frères noirs. Mais là où je suis pas forcément d'accord, et donc je donne un autre 50%, c'est que la plupart du temps, c'est des gens qui ont été manipulés ou qui ont été aussi motivés par des éléments extérieurs. Donc, quand on prend l'exemple, par exemple, de Lumumba, bah, tu vois, je peux pas forcément retirer la responsabilité des États-Unis, de la Belgique. Je trouve que, par exemple, Mobutu, dans ce cas-là, a plus été un exécuteur plutôt que quelqu'un même qui avait nourri cette idée. Bon, après, il avait forcément des ambitions politiques, mais je veux dire que tout seul, genre, on enlève toutes les forces extérieures, je ne pense pas que Mobutu l'aurait fait. C'est un peu pareil pour Thomas Sankara avec Blaise Compaoré. Non, tout seul, je pense pas que Blaise Compaoré l'aurait fait quand même. Mais il y a eu forcément des forces extérieures, il y a eu peut-être d'autres choses qu'ils ont mis sur la table. Donc moi, je suis vraiment neutre sur cet avis, genre, c'est mitigé. Je dirais 50-50. Ouais, moi aussi mitigé, mais plus 90-10. C'est pas mitigé, ouais. Avec 10, non, mitigé, hétérogène, si tu préfères. Voilà, 10% parce que je trouve de nature même l'homme, pas noir spécifiquement, mais l'homme est un loup pour l'homme, comme a dit Thomas Hobbes. Ok. Voilà, du coup, truc, mais je trouve que chez les noirs, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a dit ça. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'est Hobbes, ok, c'est bon. Chier, toi, t'es pas moyen en filant. Donc voilà, mais de mon expérience, après, j'ai pas côtoyé toutes les nationalités, mais je trouve que chez les Noirs, c'est encore plus accentué le fait qu'on ne veuille pas voir son frère, son ami, son cousin, que ce soit de la même famille ou pas, réussir, genre qu'il y ait ce pincement au cœur quand tu vois que bah, lui, il a eu une promotion ou bien un truc. On en a tous entendu une histoire d'un cousin ou bien de je sais pas quoi qui est mort parce que, soi-disant, on l'a empoisonné. Après, peut-être moins naturel et impossible. Toi, tu meurs à 18 ans. Ou bien. On parle de sorcellerie. Ouais, sorcellerie, les trucs comme ça. Donc, en vrai, je trouve que on se ralentit trop entre nous parce que il y a une logique de ah, on est solidaire parce que l'Africain est connu pour sa solidarité, mais on est solidaire tant qu'on est dans les mêmes problèmes. Tant que nous tous on a faim, si tu viens chez moi et te donner. Mais si toi tu as la promotion, tu n'es plus dans mon groupe. Pourquoi tu n'es plus dans mon groupe? Reste avec moi. Donc, je te donne un truc, peut-être ton enfant va mourir ou bien un truc comme ça toi tu es malheureux. Et puis moi, ça m'aide à ne pas me sentir minable parce que voilà, truc. J'ai pas entendu énormément ça dans les cultures caucasiennes ou je sais pas quoi. Et chez nous, je trouve que c'est beaucoup accentué au point même où il y a le truc de si tu sais par exemple que tu dois voyager, prendre l'avion, on dit ah, faut pas dire direct. Ouais, c'est ça, faut pas dire. Pas dire si tu as la promotion, faut attendre quand tu auras ton bureau d'abord. Faut pas te dire à quelqu'un. Ouais. Des fois, il faut attendre 2-3 mois, du coup, on essaie, etc. avant de le partager. Là, comme ça, le sorcier n'a pas le temps d'échanger. Donc voilà, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, en fait, pour revenir à ce que tu disais, tu vois, c'est. Le point ici, je pense que ce que nous, enfin, moi, personnellement, mes parents veulent dire, c'est que l'Africain, il y a beaucoup d'ennemis, je crois. Ouais. On va dire, il y a beaucoup de dangers dans l'univers, dans l'environnement, mais son pire ennemi, c'est l'Africain lui-même. C'est-à-dire, comme on a pris avec l'exemple de Lumumba, ce qui est arrivé n'aurait probablement pas pu se passer s'il n'y avait pas comme pignon Mobutu. Tu vois. En gros, si Mobutu avait, par exemple, fermé les yeux, non, moi j'ai fait obstacle, ça serait pas arrivé. C'est ça, tu vois. Et donc, c'est vrai, c'est un bon point. C'est ça, et c'est vraiment ça qu'on veut, que je voulais élever comme point de conscience, tu vois, dans cette opinion, c'est que si on fait barrière à tout ce qui est influence extérieure, tu vois, on peut justement endiguer cette problématique de ouais, on se bat contre nous-mêmes. Ok. Donc, ouais, je reste quand même. Bon, je vais pas rester comme je veux monter à peut-être 70, 65, 70, 30. Après, ça confirme juste ce qu'on dit. Ouais. T'es un loup pour nous. Non, mais tu vois, genre, je reste quand même là, mais je comprends bien vos points parce que vous avez bien quand même expliqué. Donc, ouais. Deuxième. Deuxième avis impopulaire. Je pense que, selon moi, et encore bien, je répète, selon moi, il y a 45 États aux États-Unis. Il y a 54 pays africains. Je pense que... Stop. Il y a combien de... C'est 45. Non, 55.
C'est moi. Ok, je reprends. Selon moi, je répète, selon moi, il y a 51 États ou 50 États aux États-Unis et il y a 54 pays africains. Ouais. Je pense que si, là maintenant, on prend tous les pays africains, on les déplace bon, on prend 51 États ou 50, qu'on les déplace et on les ramène aux États-Unis et on prend les États américains, on les ramène en Afrique. Je pense que sur une période de 100 ans, les Africains vont quitter les États-Unis pour venir en Afrique en termes d'immigration. Ok. Et je le pense parce que je trouve que notre notion de vie, comme tu l'as dit, ça va rentrer un peu dans ce que tu as dit, on n'a pas encore développé cet idéal de il faut qu'on travaille dur. Je pense que l'Africain ne travaille pas assez dur, à mon goût, quand il est au pays. Quand on vient en Europe, notre mentalité change. Mais je trouve qu'en Afrique, pour le développement de notre pays, on n'arrive pas encore à bien s'organiser. Et j'espère que les choses vont changer. Alors que je trouve que, et un autre point aussi, c'est qu'on va arriver dans un certain confort là-bas. Donc on va se plaire dans ce confort-là. Alors que eux, ils vont arriver dans un truc qui sera complètement différent et ils vont s'adapter, ils vont trouver des solutions que nous, on n'a pas encore trouvées aux problèmes que nous, on a. Et ça se voit aussi même dans le cours de l'histoire, c'est que on était là, on n'a pas cherché vraiment à explorer d'autres continents. En fait, on est resté dans notre zone de confort. Et je pense que c'est l'Africain même qui est comme ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'immigration va s'inverser si on inversait les pays. Très impopulaire. Je sais pas si c'est si impopulaire que ça. Ouais, je pense que tout le monde va être. Parce que j'avais déjà entendu effectivement cette idée, cette manière de penser. Et enfin, personnellement, je suis plutôt d'accord en fait. Ah ouais, continue. Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, même j'avais entendu que ce soit l'Afrique, enfin le même exemple avec l'Afrique, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, pareil. Mais en fait, déjà, c'est quoi est-ce qu'on parle? On parle sur une différence de capital, tu vois. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, déjà, ils ont ces ressources, c'est un pays qui est développé, et puis ils ont un capital aussi humain, tu vois, intellectuel et tout ça. Donc, bon, tu les enlèves de leur pays développé, ils gardent toujours leur capital intellectuel, ils arrivent en Afrique. En Afrique, tu ne pars pas de rien quand même. Tu as toutes ces ressources, tu vois. Tu fais un continent qui est vaste, donc il y a des possibilités énormes d'échanges entre les États, on en a parlé. Et moi, je pense que même 100 ans, c'est beaucoup. Hein. Ah ouais? Ah ouais, moi je trouve que 100 ans, c'est beaucoup. Je pense qu'en quelques années, ils l'auront plié. Ouais, j'ai 5-6 ans. Non. 5-6 ans, c'est le temps, ils vont se rendre là. Mais oui, tu vois. Ah ouais, il y a moyen, parce qu'ils connaissent nos terres plus que nous. De toute façon, c'est eux qui les exploitent. Ouais. Donc, ils pourront le faire à grande échelle. Mais au fond, 6 ans, c'est peut-être 15 ans, ouais. 15 ans, ouais. Mais comme tu dis, nous, enfin, Africains, on va arriver dans un certain confort. Je pense qu'il y a quand même une partie de l'Afrique. Là, par exemple, tu prends l'Afrique au-dessus du Sahara. Le Maroc fait des choses énormes, tu vois, en termes de technologie, d'avancement et tout ça. Donc, il y a déjà une certaine conscience. Maintenant, est-ce que l'Afrique subsaharienne va suivre? Je pense que oui, pourquoi pas, tu vois. Enfin, je sais pas exactement. En fait, là, ça sera plus au niveau des mentalités, en fait. Oui. Ça sera pas que juste au niveau du travail. En fait, est-ce que tout un pays ou toute cette population-là va avoir la mentalité nécessaire où je dis, ah les gars, il faut qu'on entretienne ce qu'on a, il faut qu'on développe ce qu'on a. C'est là mon vrai souci, en fait. Parce que, genre, quand je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, genre, je suis ivoirien, nous, France et tout, mais je trouve que, genre, on s'amuse un peu trop quand même par rapport à ce qu'on peut faire. Je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je suis sûr qu'il y aura des soucis de corruption qui vont très vite arriver. En fait, il faudra, c'est incroyable. Et puis, je pense que, au contraire, ça va susciter plus de problèmes que de solutions. Pourquoi? Parce que tu arrives dans un confort que tu n'as pas créé. Tu sais pas comment est-ce que les gens vont obtenir. Tu vois. Et donc, c'est comme pour aujourd'hui. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais eu l'habitude de travailler, tu lui dis il a gagné au loto, tu lui donnes, je sais pas moi, 10 millions d'euros. Il y a beaucoup de chances que demain, il finisse encore beau. Tu vois. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Déjà, économiser,
faut faire fructifier son argent, économiser son argent, tout ça, c'est pas des notions qui lui sont familières. Donc pareil, on va juste détruire le patrimoine des gens. Après, franchement, j'espère pas. Ouais, j'espère pas. On l'espère pas, hein, sinon, mais voilà. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est... Aujourd'hui, quand tu prends l'Afrique et puis tu prends les États-Unis, c'est une myriade d'écarts. Ouais, ça c'est... Donc, dis-toi que genre, tout l'Afrique, là, peut prendre le PIB de toute l'Afrique, là, c'est même pas... peut-être environ le PIB du Texas. C'est une dinguerie, c'est... Waouh. Tu vois, donc d'un État parmi les autres. Donc, c'est... Tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est on part de loin. Ah, Mais On va pas y arriver. bon, en tout cas, on y arrive à toi. ouais. Après 3. Ouais. Pour un Ivoirien qui a grandi en France, en Côte d'Ivoire, et qui plus tard est parti dans un autre pays, France ou je sais pas quoi, États-Unis, son patriotisme ne se définit pas partiellement ou totalement par le fait de rentrer au pays pour aider au développement. Donc, est-ce que tu veux dire qu'on peut être patriote et Sans vouloir rentrer en Côte sans d'Ivoire. vouloir rentrer dans son pays natal? Ok. Explique-toi. Ouais, parce que si on part sur la logique que le but c'est d'aider au pays, rendre ce qu'on a reçu, tu peux très bien avoir des entreprises, faire tes bails sans être installé là-bas. Voilà, c'est mon argument principal qui est là. Tu peux employer la jeunesse, contribuer au développement intellectuel, en tout cas faire avancer quelque chose sans y être. Voilà. Oui, mais C'est ce qui venait de nous. En fait, déjà, qu'est-ce que tu définis par rentrer au pays? C'est la question qui te colle. Aller s'installer en Côte d'Ivoire. Mais s'installer, c'est quoi? Parce que si s'installer, Je vis là-bas. Parce que moi, je pense que quand on parle en général de retour au pays, rentrer au pays, c'est pas que les gens viennent s'asseoir au pays et vivre. C'est vraiment le simple fait de, comme tu as dit, construire une entreprise, embaucher des gens, Contribuer au développement économique du pays. Donc, tu penses que montrer son patriotisme ne se limite pas, par exemple, à rentrer au pays et construire des entreprises. Tu penses que tu peux rester au UK ou en France et contribuer au développement du pays, oui. mais sans business, du coup. Parce que du moment où tu crées un business et que tu rentres au pays, pour moi... Tu peux avoir un business en Côte d'Ivoire sans rentrer en Côte d'Ivoire. Et justement, moi, c'est mon point. Qu'est-ce que toi, tu définis comme patriotisme, du coup? Aider son pays. Ce que j'appelle patriotisme, c'est faire des choses parce que tu as un certain amour du pays. Par exemple, si, je sais pas, je prends un exemple bête, s'il y a un discours Cameroun, Côte d'Ivoire sur TikTok et que tu montres pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun, c'est un exemple pourri, mais ça, c'est du patriotisme. Toutes les actions qui vont rentrer dans la ligne directrice de je défends mon pays, je contribue au développement de mon pays, j'aide mon pays, tout ce qui montre que tu as un amour de ton pays, pour moi, c'est du patriotisme. Mais du coup, celui qui reste en Europe ou aux États-Unis, peu importe, et qui fait des investissements en Côte d'Ivoire, qui entreprend là-bas, est-ce que c'est forcément par amour de son pays? C'est peut-être juste que... C'est ça, en fait. Ils sentent une opportunité, oui, mais ils ont envie de se faire de l'argent. Ça peut être ça, mais théoriquement, les opportunités en termes de pays africains, sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire, j'ai pas les chiffres, mais je pense pas que ce soit le seul ou le meilleur spot pour faire du business. Et du coup, s'il décide de faire là-bas, c'est que quand même il y a une certaine appréciation du pays. Peut-être qu'il connaît juste le terrain, il y a grandi. Il est né, il a grandi, il connaît un peu le terrain, il connaît un peu la mentalité, donc il décide de commencer par là, tu vois. C'est une possibilité. Il y a l'autre possibilité aussi, c'est parce qu'il se dit, c'est mon pays, c'est là-bas. Non, c'est vrai. Mais après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, franchement, je ne saurais pas différencier le Français qui reste en France, qui a du capital, qui veut investir, tu vois, l'injecter dans l'économie ivoirienne, investir, avoir un retour sur investissement, du Ivoirien qui, bon, comme tu l'as dit, il a grandi là-bas, il est venu faire l'étude, et puis il fait pareil. C'est quoi son patriotisme par rapport au Français? Parce que, comme j'ai dit, vu qu'il n'y a pas un seul cas, le Français, il voit un business, il cherche à se faire de l'oseille. L'autre, il cherche à se faire de l'oseille aussi, bien évidemment, mais derrière, c'est parce qu'il se dit, c'est mon pays, donc je cherche prioritairement à développer là-bas. C'est-à-dire, si il y a deux terrains de business,
un qui va rapporter 10 millions au Bénin et un qui va rapporter 8 millions en Côte d'Ivoire, c'est mon pays, je priorise le fait de faire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas d'accord avec la vie de base. Et je suis encore plus pas d'accord avec la vie de la manière dont il est formulé. Donc, c'est compliqué parce que la vie de base, moi, je pense qu'il faut différencier deux choses quand on parle de rentrer en montrant son patriotisme. Moi, je pense que les gens qui ont obtenu une bourse d'études, c'est-à-dire que c'est grâce au pays, à l'argent du pays, que toi, aujourd'hui, tu es arrivé en Europe, au Maroc, aux États-Unis, ou en tout cas, tu as réussi à continuer tes études, à finir tes études. Je pense que, par conscience et par patriotisme en second lieu, mais par conscience déjà, ou par reconnaissance, tu as le devoir, à un moment donné de ton histoire, de rentrer et d'apporter, ne serait-ce que pendant 5 ans, la compétence que tu as eue à l'extérieur grâce au pays. Ça, c'est ce que je pense du base. Si tu es parti à l'extérieur grâce à tes propres moyens, je pense que cette règle ne s'applique pas à toi. C'est-à-dire que si grâce à tes parents, ton argent, tu as réussi à économiser, tu es parti, l'État n'a rien eu à voir dans ta formation, tu peux dire que moi, en vrai, je me suis débrouillé, je suis arrivé à l'extérieur. Ouais, je suis redevable de rien. Je suis redevable de rien. Et encore, moi, quelqu'un d'autre pourra te dire, je peux comprendre cette personne qui dit, mais ton parcours même là, tu l'as fait en Côte d'Ivoire, tu as bénéficié du pays. En un mot de l'histoire, tu as bénéficié du pays. Donc, tu dois avoir une reconnaissance. Je peux comprendre. Mais je ne vais même pas lui en vouloir si la personne dit, moi, je me suis débrouillé tout seul et réussi, tu vois. Donc, là, déjà, sur la vie de départ, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Ensuite, sur la vie de la manière dont il est formulé, moi, je te rejoins. Genre, tu ne peux pas être à l'extérieur. Moi, du moment où tu es à l'extérieur et que tu investis, moi, dans ma définition de rentrer au pays, c'est déjà un premier pas. Tu rentres au pays, en fait. Et, genre, entre le Français, comme tu as dit, et toi qui es à l'extérieur, qui ne veut pas investir, il voit absolument aucune différence. Donc, moi, honnêtement, c'est un avis, c'est très impopulaire, je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est moi aussi impopulaire, moi qui veux pas arrêter, qui pense qu'il faut rentrer. Moi, je suis plus impopulaire que là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme je pense. Ouais, je pense que quand même, il y a quand même une sacrée poignée de personnes qui pensent comme ça dit. Après, ça revient encore une fois de plus à cette histoire de où est-ce que tu te sens bien, tout ça, conforme. T'es arrivé en Europe, ça te plaît, t'as fait ta petite vie ici, t'as pris un prêt, etc. Bon, là, c'est des enfants, t'es marié, t'es petit, tout ça. Là, c'est compliqué de retourner, on sait pas. Donc, bon, après... On ne va pas juger les choses déjà, mais non, le seul truc que moi je déteste entendre encore plus, c'est les gens qui disent que mais il n'y a pas les mêmes conditions au pays qu'ici. En vrai, c'est des excuses qu'on se trouve, tu vois. Parce que les conditions, je peux comprendre, tu peux parler, les gens veulent parler en général du salaire, quand ils parlent des conditions, mais c'est juste qu'on ne veut pas parler des salaires et tout. Genre, à l'époque, c'est pas le même niveau du pays. Et en plus de ça, genre, même le niveau de vie même ne va même pas nécessiter le même salaire que tu avais ici, probablement, en fait. Tu vois. Donc, non, après. Ça c'est une... Personnellement, je pense pour le même travail que je fais, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Ce que je peux acheter ici avec le salaire que j'ai, je ne pourrais pas l'acheter en Côte d'Ivoire avec le salaire que j'aurai là-bas pour le train de vie de là-bas, perso. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, enfin Abidjan, c'est fait. Je suis pas forcément d'accord. Tu vas être à l'aise, hein, mais les trucs que je peux payer, que je peux me permettre de payer ici, je ne pourrais pas me permettre de les payer à Abidjan. Avec uniquement ton salaire. Exemple. C'est la caméra qui nous permet de filmer. Non, bro, tu peux payer la caméra en Côte d'Ivoire. Avec mon salaire. Mon salaire 2 mois va payer cette table, toi tu es fou. Tu penses que je rentre en Côte d'Ivoire, on me donne combien par mois? Voilà, on va faire ça vite. Je sais pas. Non, donne-moi une tranche. Peut-être 1 million. On me donne 1 million, la caméra coûte plus d'1 million. Voilà. Et du coup, toi, j'ai acheté la caméra à plus d'1 million. Oui, mais. En seconde, je ne parle pas de la valeur neuve. La valeur seconde, mais c'est plus de 2 millions. Donc, ça veut dire que. Bon, moi, déjà, pour ça que tu vas avoir 1 million, il est possible peut-être avoir 1,5 million au départ. Bon, d'accord. Bon, ça, c'est un autre débat. Non, mais en fait, je pense quand même que, ouais, Abidjan, c'est assez cher. Et oui, mais tu vis bien. En fait, Non, en fait, je veux dire. Non, mais avec 1,5 million à Abidjan, tu vis bien. La question, c'est pas si tu vis Par rapport. La question, c'est ce que tu peux te permettre ici. Est-ce que tu pourras te permettre mais un truc que tu vas te permettre là-bas, que tu peux te permettre ici aussi. Non, ouais, c'est vrai. Donc, tu vas prendre ça pour comparer. Prenons un exemple assez simple aussi. Salle de sport. Abidjan, c'est un luxe, c'est-à-dire salle de sport.
Genre d'avoir un abonnement mensuel pour ça, pour ça, luxe. Tu peux avoir des trucs, genre payer 150 euros. Pour une salle où il y a quasiment, enfin, c'est pas top, quoi, tu vois. C'est même pas le Par mois standard. Par mois. Ok. C'est même pas le standard de, je sais pas moi, quel salle je vais prendre ici. Et tu vois, ici, tu payes quoi, 25-30 euros. Mais déjà, c'est parce qu'il n'y a pas une grosse culture de salle de sport. Non, oui. De deux, les gens ne vont pas dans les salles de sport Mais normales. ça n'empêche pas que c'est cher. Non, parce que les mêmes salles de sport dont tu parles, il y a très bien. Moi, étant quoi, tu vois, en 2017, en 2018. Oui, il était quand tu vois là, en 2024. Il est pas dans la salle de sport, gros. Il va dans la salle de sport, 5 000 par mois. Ok. Avec tout bon. C'est une salle de sport. Genre, c'est une salle de sport. En fait, la question, c'est quel confort tu veux dans la salle de sport. Les gars nous vendent, il faut faire attention à ça. Et ça, c'est un débat là, champion de la vie en Côte d'Ivoire, qui est un débat très, très important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en Ouais, bien sûr. Mais, genre, c'est parce que les gens vivent un certain confort et que les vendeurs ou ceux qui font les trucs sont très malhonnêtes sur le prix qu'ils donnent. Mais bon, voilà, on en discutera. Bon, ok. En tout cas, très, très belle opinion. J'aurais une très belle opinion. Que des règles. Donc, bah, je vais c'était à moi pour ma deuxième opinion. Je pense que ça va être un peu houleux. Je sais pas si je suis prêt à défendre ça, mais... Non, mais franchement, je le crois. Vraiment. Genre, si j'ai cette conviction, mais je saurais pas si j'aurais les arguments pour le défendre. Donc, bon, on verra. Bref. Donc, deuxième opinion de Messi. Soyez indulgents. Je pense que la démocratie, c'est la plus grosse malédiction de l'Afrique. On va défendre gros. Non, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays en Afrique qui s'en sortent vraiment avec une démocratie. Malgré le fait que ce soit un système installé depuis des années. Je pense que c'est pas forcément un système qui vient de l'Afrique en soi. C'est un truc dont on a hérité. C'est un système dont on a hérité. C'est pas ça le mauvais point. Le mauvais point, c'est qu'on l'a hérité sans le système de gestion, sinon on va dire les codes, le contrôle, le système de contrôle qui doit être autour. Tu vois. Et donc, ce qui était censé nous apporter une certaine liberté dans notre manière de penser, de nous exprimer, de faire des choix, c'est devenu un outil de condamnation, d'oppression, tu vois, de manipulation, de contrôle sur la population. Et aujourd'hui, quand on regarde en Afrique, certains des pays les plus développés qui marchent très très bien, tu vois, depuis des années, qui ont un système assez assis, c'est des pays qui sont pas, enfin, c'est pas de la démocratie, c'est souvent de la monarchie, de la dictature. De la dictature. Vous parlez du Rwanda, du Maroc? Du Maroc. En fait, des fois, on va dire que c'est de la démocratie, mais déguisée. Ouais. Tu vois, c'est pas une vraie démocratie, quoi. Tu vois, t'as pas d'alternance politique, t'as pas de vrai débat politique, tu vois. Donc, je pense que ce serait à repenser. Ouais. Je viens où j'y vais ou tu regardes? Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. De toute façon, pour moi, on n'est pas dans une démocratie. Parce que, de toute façon, il y aura de la triche et de la corruption. C'est mon avis. Par rapport à quel pays? Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de pays en tête. Je vois le même de... J'ai dit quelque chose, mais je ne sais pas comment le prouver. Je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'il y a certains pays où il y a de la triche et il y a de la corruption. C'est en Afrique en tout cas. Je ne sais pas dans quelle zone, mais voilà. Il y a eu des élections législatives dans certains pays. C'est pas à côté du Ghana? Non. Je ne connais pas la carte de l'Afrique. Voilà, il y a des élections législatives. Donc pour moi, même si on dit, ok, on change, on repasse à un système de monarchie avec les rois et tout, ça va toujours être le même délire. C'est juste la manière dont c'est fait qui va changer. Il y a un cousin qui va chercher à tuer pour prendre le pouvoir. Je pense que ça se faisait déjà à l'époque. Pour moi, le problème, c'est pas au fond le système. Le problème, c'est qui applique le système. Comme si on reprend l'exemple de prendre les states pour remettre en Afrique, même si aussi ils ont un problème de corruption. Tu prends les states, tu les mets en Afrique et tu leur dis faites une démocratie. Je pense que ça va passer. Ils vont voler un peu, mais au moins
ils vont être un bon pourcentage de gestion. Pour moi, avec actuellement la mentalité africaine, et je n'indexe aucun pays spécifiquement parce que il y a plein de pays qui ont fait les coups d'État. De mémoire, je ne connais aucun pays africain. On dit, lui, depuis son indépendance, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, bien, de guerre civile. Tu prends démocratie, tu changes. Tu mets monarchie, tu changes. Tu mets. Je ne sais pas quoi tu mets qui va marcher. Ils vont toujours se débrouiller pour continuer à voler, pour continuer à tout. Peut-être qu'il y a certains où la quantité va varier parce que, par exemple, monarchie, je pense que c'est censé fonctionner sur un système de famille royale, donc peut-être ça va diminuer, tout le monde ne pourra pas venir mélanger, mais ça va toujours rester la même dans même de gestion. C'est mon avis. En fait, je vous rejoins fortement. Genre, je pense que là, je suis vraiment à 90. Mais, ouais, parce que je trouve que l'application même de la démocratie, elle est problématique en Afrique. Aujourd'hui, il y a certains pays en Afrique où j'ai l'impression qu'ils font les élections juste pour dire qu'on a fait des élections, c'est démocratique. Non, c'est une parade. Ouais, tu vois, moi, je trouve que c'est très problématique. Après, même le nombre de mandats, tu vois, aujourd'hui, il faut démocratie, 5 mandats, 7 mandats. En fait, il y a plein de trucs avec la démocratie telle qu'elle est appliquée en Afrique. Moi, je comprends pas, genre, le mandat de 5 ans, moi, je suis complètement contre, tu vois. Je pense qu'il faut plus pour tous les pays africains. Mais encore, c'est l'application. Après, où, genre, je mets mes 10% de réserve sur la vie, voire même 5%, c'est que il n'y a aucun autre système qui existe en ce moment qui pourrait fonctionner, en fait. Concrètement, tu peux pas utiliser la dictature parce que forcément, à un moment donné, on en aura marre, en fait. Ouais. Parce que ça va permettre aux gens juste de faire ce qu'ils veulent faire, tu vois, donc on a vu que ça n'a pas fonctionné. Tu peux pas utiliser la monarchie parce que, moi, je veux être roi. Toi, tu veux être roi. Lui va vouloir être roi. On va faire une vidéo, qui veut être roi? Tu vois, donc au final, on va pas, ouais, c'est pas le système qui va peut-être marcher. Un système parlementaire, peut-être. Peut-être qu'on pourra l'essayer, le Togo va l'essayer bientôt, je pense qu'ils ont déjà commencé. Peut-être que ça marchera plus. Mais encore une fois, c'est même la manière dont la démocratie est appliquée, comment les votes se font, comment le président est élu, qui fait quoi, qui a la main sur tel pouvoir ou pas. En fait, il y a tellement de choses à revoir. Donc moi, je te rejoins à 95%. C'est l'un des problèmes de l'Afrique. Et la plupart des guerres qui sont arrivées après ça. C'est pour ça que le président Fessoufou-Boigny, tu peux pas lui enlever le fait qu'il a eu une vision très très intelligente, c'est qu'il a dit dès le départ que la Côte d'Ivoire va commencer d'abord avec un parti unique. Parce qu'une jeune nation, comme celle de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore bâti son identité ivoirienne, ne peut pas se permettre d'avoir un système démocratique avec plusieurs partis politiques. Parce que ce sera que des ethnies, en fait, les gens vont voter que par ethnie. Il n'a pas eu tort parce que dès sa mort, on a vu comment ça s'est déroulé après. Et quand ça continue de se dérouler, donc le reste du reste, 100 ans, quoi. Et voilà. Ça, on aurait dû rester sous protectorat. Non, mais après, je pense aussi que chez nous, il y avait des systèmes qui marchaient plus ou moins bien avant que il y a cette histoire de colonisation et tout ça. Mais c'était assez, comment dire, pas ce terme. C'était local. C'était facile. Ouais, c'était local, effectivement. Tu vois, il n'y avait pas peut-être ce regroupement en nation, l'État et tout ça. Alors, peut-être que c'est ça la solution. Donc, faire un truc, genre, est-ce qu'on a pas compris, un truc local pour chaque région, chapeauté par des gens à chaque fois, tu vois, enfin, tout local, ils vont rendre compte à une personne au-dessus, et cette personne va rendre compte aussi à une autre personne au-dessus, et au final, genre, un peu comme ce que la Suisse fait, quoi, tu vois. Ouais, une sorte de, peut-être, démocratie représentative. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est peut-être aussi, mais... faut tester, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Sauf qu'en fait, on était déjà parti sur une base. Ce que je veux dire, c'est qu'on était déjà parti sur une base, et donc, après la colonisation, si on était resté dessus, peut-être 60 ans après, 70 ans après, il y aurait eu des évolutions dans ce sens. Mais en gros, on partait déjà dans un certain élan. Alors que là, on est venu avec la démocratie, on a quelque chose qui est différent, vraiment complètement différent de ce qu'on avait avant. Donc, il y a une cassure, il y a quelque chose qu'il faut recommencer. Peut-être que, je sais pas moi, dans 50 ans, 100 ans, on aura une identité ou une démocratie qui sera assez forte pour faire passer les intérêts de la nation avant tout. Mais c'est encore dans le temps. Ouais. De toute façon, même on parle, la France aussi, ça a connu ces périodes sombres aujourd'hui avant d'être une démocratie un peu plus claire. Donc bon. Ouais, c'est vrai, ça, tu fais bien de mentionner, c'est que nous sommes presque tous en Afrique des jeunes nations. Ouais. Donc, ouais,
d'ici peut-être 20, 30, 40 ans, cela a déjà 60, 70 ans. Ouais, bon. Ok. Avis de Joseph. Pour moi, et vraiment pour moi, je pense que c'est pas parce que tu fais, ça s'applique à l'Afrique et à la diaspora en même temps. C'est pas parce que tu fais une top université que tu vas réussir que les autres. On entend souvent dire que, ouais, il a raison, hein, que faire une grosse université du style X, une pointe du doigt direct, ouais. et c'est que top université, ça touche des fois. Je pense que, moi, mon avis populaire, c'est qu'il ne faut pas juste se limiter à j'ai fait ça, donc je vais réussir. Il faut être brouilleur encore. Et c'est pas parce que tu as fait les top universités que tu vas dire que j'ai pas besoin de grouiller plus que quelqu'un qui a fait une université moins classique. Et si tu restes dans une zone de confort de j'ai fait l'X ou j'ai fait HEC, j'ai fait ESSEC, tout ça, donc j'ai pas besoin de trop forcer certains trucs, la réalité va très vite te rattraper. Et j'ai cet avis impopulaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, pas forcément l'X, mais genre de manière générale, qui pensent qu'il suffit juste de faire une grosse école et pour l'autre. Parce que moi je vois des gens qui n'ont pas fait des grosses écoles, mais qui se battent et qui pullent up de beaux trucs, tu vois. Mais quand tu dis il faut grouiller encore plus, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher parce qu'après l'X, par exemple, tu rentres, tu commences à travailler, faut chercher à monter encore en entreprise, tu vois. Tu peux rentrer dans une entreprise, je sais Total par exemple, après l'X, tu fais quelques années, tu rentres en tant que truc. Si tu travailles pas bien, ou ça va pas dur comme les autres qui viennent d'autres universités, tu vas faire ça ton poste pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et tu n'auras pas d'évolution. En te disant, parce que tu te dis, moi je viens d'une grosse école, donc en vrai, il y a un truc qui est tracé, alors que si tu ne travailles pas, ça va pas arriver. Bon, ça, je pense que c'est discutable. Ah ouais? Je pense que c'est discutable. Après, je ne suis pas forcément pour. C'est juste que, surtout si tu prends dans le cadre français aujourd'hui, bon, quand tu sors de certaines écoles, tu as un parcours qui est plutôt linéaire. Modulo ta performance, mais quoique. Comment je fais ta performance? Parce que tu ne peux pas venir que. De ce que moi je vois, juste le fait de dire moi j'ai mon école donc je vais le monter. En fait, de un, il faut ta performance et de deux, il faut le networking. Oui, mais déjà, tu pars avec un certain bagage parce que, bon, ne rentre pas dans les tops d'université. Qui veut, bon, on va dire que tu as un certain. Peut-être déjà qui est plutôt bien fait. Tu pars aussi avec un bon réseau d'anciens. Ouais. Et donc, tu arrives dans les meilleures conditions au niveau de l'entreprise. Donc, clairement, il y a des gens qui vont super former. Tu ne seras pas peut-être parmi ces personnes-là. Il y a des gens qui vont mieux travailler que toi. Mais en tout cas, si tu te donnes un petit peu, dans la moyenne déjà, je pense que tu peux atteindre un très bon niveau. En France, un très bon niveau. À cause du nom de ton école. Tu vois. Je connais des entreprises où il y a des gars qui sont rentrés, ils sortent d'écoles, des tops écoles en France. Tu rentres direct, on te place un haut potentiel. On n'a pas encore vu enfin, ce que tu as prouvé en entreprise et tout ça. Mais tu sors de bonnes écoles. On te place un haut potentiel. Bon, après, on va voir un peu ce qui passe dans la réalité. Mais c'est pour te dire que tu as peu de chances de, on va dire, rater ton parcours professionnel, quoi. Tu vois. Après, ça dépend à la base, tu pars sur quelle vision pour ton parcours professionnel. Juste nous dire, moi, je veux, genre, tu sors d'une grande école, tu dis, moi, je veux monter, genre, voilà. Ou je veux atteindre un crâne. Je pense que si tu fais pas les deux choses, si tu ne performes pas, et que tu fais pas beaucoup de networking, ça va pas. Non, c'est sûr que si tu veux atteindre un truc comme en mode CEO, forcément, il faut taffer. Et quelqu'un qui vient d'une école en griffe moins bien classée, si lui il fait tes deux choses là, il peut combler le gap de base qu'il n'a pas. Parce que je ne me dis pas que tu pars pas avec un avantage, ça c'est faux. Tu pars avec un avantage sur le salaire, tout ça, c'est un avantage de base. Mais on peut combler cet avantage-là, je pense. Ouais, si. Non, mais effectivement, je pense que l'écart se resserre très vite au niveau des années d'expérience et tout ça. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Juste si je reformule la phrase, je dirais, c'est pas parce que tu as fait de grosses écoles que tu vas pop que les autres. Mais si tu as fait de grosses écoles, tu as beaucoup plus de chances de pop que la majorité des autres. Parce que bon, les chiffres parlent d'un CAC 40, la majorité viennent des écoles top 3 et tout. Si tu fous rien, je pense que même si
Un gars qui sort de top école qui fout rien aura quand même un travail, je pense. Ouais, tu pourras jamais, je pense pas que tu alors qu'il y a des gars d'école qui sont pas top, tu fous rien, tu n'auras rien. Ouais. Du coup, sinon, oui, effectivement, il n'y a rien qui est garanti. Il y a toujours des exceptions. Même quand tu regardes dans les top boîtes, il y a des gars qui viennent d'écoles non-target, comme ils appellent. C'est sûrement un gars, depuis le début, il connaît tout le monde, il envoie ça à tout le monde, il a travaillé et tout ça. Mais voilà, dans les systèmes méritocratiques comme la France et les pays d'Afrique de l'Ouest inspirés du colonialisme, bah, si tu sors pas de grosses écoles, c'est 30 fois plus dur. Pour moi, un gars qui a fait SK à l'INP et puis un gars qui a fait, je sais pas, économie à l'université Cocody, je vois pas comment à l'université Cocody, tu as genre de Deloitte à Abidjan. J'ai jamais entendu. C'est un gros débat sur Facebook, je crois, à un moment, où les gars disaient que ouais, les gens de l'INP, ils se prennent un peu trop, quoi. Juste voilà. Mais en même temps, vous voyez que, bah, après SK, j'ai pas des chiffres, c'est ça qui est dommage. Mais est-ce que vous pensez que les gars de l'SK qui disent, moi je viens de dire ça, juste, est-ce que, genre, ils peuvent se contenter de ça? Je pense qu'ils peuvent utiliser ça pour rentrer dans les grosses écoles, dans les grosses boîtes. Ça, c'est sûr. Mais si un gars arrive à se frayer un chemin dedans, et que lui taffe dur, et que l'autre se repose juste sur son côté SK, bah, je pense qu'il va se faire charbonner très très vite. Oui, mais ça c'est clair, même pour dire. Moi, c'est ce que je veux dire. Ouais, ça, là, il n'y a pas de souci, mais déjà, même, le fait que quelqu'un puisse se frayer un chemin, c'est si tu as l'opportunité de montrer que tu es fort, on va dire que tu vas monter. Tu n'as pas l'opportunité, tu n'as pas été vu. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un cas de école. En vrai, je ne sais pas si l'économie à l'université dit, mais s'il y a ça, ouais, ça c'est cool. Qui va genre à Deloitte ou je sais pas quoi. S'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous aider. C'est pas pour se moquer, mais genre, je dis vraiment, c'est hyper compliqué. Tu envoies ton CV, on voit uni. J'étais en même temps. Plus le long, plus plus il y a de lettres, plus tu vois. Ouais, donc pour continuer sur ce que je disais. Dernière avis. Voilà, pour réveiller un peu les foules pour s'enchiquiter parce qu'il fait un peu froid. Sans la colonisation, l'Afrique n'atteint pas son niveau de développement à l'heure actuelle. Ah oui. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? La colonisation de 1825 de 1825 à 1878 a été, non, j'ai dit des dates au hasard, mais en tout cas, c'était dans les 1800, a été une période très sombre de notre histoire. Tu nous racontais la dernière fois que ton arrière-grand-père s'est fait fouetter à mort. En fait, c'est pas drôle, mais. Allez, d'avoir même fouetté. Mais tous nos arrière-grands-pères se sont fouettés. Non, mon arrière-grand-père, il était au village où il n'a pas fait Dieu. Mais voilà, une période très sombre, mais pour moi, ça rentre un peu dans ce qu'on disait précédemment. Quand on dit on va échanger les trucs, l'Africain de base n'explore pas. L'Africain de base se contente d'où il est. Si on part sur cette base-là, théoriquement, je ne dis pas qu'on n'aurait pas été aussi heureux. Hein. Je ne parle pas de bonheur, je parle de développement en termes de modernité, en termes de technologie. Si on part sur la base que sans la colonisation, on suppose les Européens, etc., Américains, ils partaient explorer toute l'Asie et tout, mais ils nous laissaient dans notre coin. Théoriquement, si on a commencé comme ça sur des centaines d'années, théoriquement, on va rester sur cette logique de on reste dans notre coin. Je ne dis pas que l'Afrique, à ce moment-là, n'a pas de développement, n'a pas d'intellectuel et tout. Il y a des mathématiciens, il y a des gars qui font les trucs. Mais, objectivement parlant, la mondialisation a permis plus à certains États qu'à d'autres d'atteindre le niveau global de développement. Parce que les Européens ont pris aussi en Asie, ils ont pris aussi en Afrique, les Asiatiques ont pris ici. C'est la mondialisation qui fait que chacun a pu avancer. D'autres ont avancé beaucoup plus, les États-Unis, etc. Mais je connais aucun pays, aucun État, aucun peuple qui est resté seul dans son coin, malgré ses intellectuels internes, et qui a pu atteindre un stade de développement par rapport à une moyenne d'autres pays qui, eux, se sont mondialisés. Voilà, c'est mon argument. Ouais, enfin, moi, je pense qu'il y a deux notions peut-être qu'on
à tort ou à raison, qu'on mélange un peu. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas encore dit les bons. Il faut dire les deux notions. Développement. Mhm. Quel nom? Bon. Ouais, vas-y. Mhm. Et tu as dit deux notions, bon, tu sais pas. Mais Est-ce que le développement dedans, ouais. Mais il a dit deux Tizi et c'est là. Ouais, c'est en fait. Si d'ici il développe plus pour nous, les gars. Je suis d'accord. Non, mais plus généralement. Je parlais de mondialisation et de colonisation. En fait, c'est pas la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de coloniser une partie du monde pour qu'elle puisse avoir ce rayonnement-là, tu vois. En gros, tu peux lui apporter certaines technologies, tu peux lui apporter même tout ce qu'elle n'a pas sans la coloniser. Oui, je suis d'accord, mais je dis, objectivement, par exemple, tout le monde cherche ses avantages. Ce que moi je dis, c'est si on passe sur la base que nous, de manière naturelle, on reste dans notre coin et que la mondialisation, si la bonne définition, c'est une ouverture par rapport au monde, sans l'événement qu'est la colonisation, on n'allait pas s'ouvrir par rapport au monde selon moi, parce que je ne vois pas quel peuple allait venir gratuitement comme ça, sans vouloir exploiter les ressources, ou si j'ai une opportunité d'exploiter le peuple, venir apporter la technologie, etc., juste par bonté de cœur. Mais la mondialisation, c'est quoi en fait? C'est s'ouvrir au monde, justement. S'ouvrir au monde à travers du commerce, par exemple. Oui. Mais tu sais que le commerce entre Européens et Africains existait avant même la colonisation. Est-ce que c'était au même niveau que pendant la période coloniale et post-période coloniale? En fait, la colonisation, elle est venue juste parce qu'ils ont voulu prendre ces richesses-là gratuitement, c'est tout. Parce qu'avant ça, ils échangeaient, quand il y a eu la révolution industrielle, en fait, pourquoi ils sortent de leur territoire? Il y a la révolution industrielle, ils ont plein de ressources, de trucs qu'ils produisent. De produits chimiques. Qui viennent et ils savent pas où, genre, les utiliser, quoi. Et du coup, les vendent, parce que le truc est saturé. Donc, ils vont explorer d'autres continents, donc ils découvrent l'Afrique, et les États-Unis, tout ça. Et donc, ils échangent avec les Africains. Et donc, il y a déjà un échange qui se fait, les Africains, à travers le commerce triangulaire, qui est une période très sombre aussi. Ils échangent, il y a un commerce qui se fait. À un moment donné, les gars se disent, mais en vrai, au lieu de juste leur donner des choses, échanger avec eux, on va prendre richesse, possession de ces trucs. Donc, c'est pas un truc qu'on peut dire, elle nous a fait sortir d'autres choses. La colonisation, c'est l'une des phares, les périodes les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. Et je pense qu'on pouvait s'en passer. On pouvait même être développé sans ça, en fait. C'est de l'échange. Non, oui, effectivement. Et je suis pas sûr. Parce que quand même, non. C'est-à-dire, tu as des milliers de richesses de l'Afrique qui sont sorties de ce continent. C'est quoi la monnaie d'échange? C'est la technologie qu'on nous a apportée. C'est les chemins de fer. Les chemins de fer, c'est tellement... Ouais, c'est pas... Et je ne dis pas que c'est égalitaire. Dernière chose, c'est que quand tu dis, l'Africain ne s'exporte pas, c'est faux. Parce que il y a eu plein de vagues migratoires déjà au sein de l'Afrique. L'Afrique est un continent énorme déjà, tu vois. Donc, quand tu quittes le nord du Sahara pour descendre au niveau de l'ouest de l'Afrique ou bien au niveau même atteindre le centre de l'Afrique, c'est déjà un voyage énorme. On peut parler d'exportation, genre hors continent. Hors continent, t'as quoi? T'as l'eau et t'as les airs. Si t'as pas la technologie pour te déplacer sur ces deux, sur l'eau ou sur l'air, Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir? Parce que pourquoi est-ce qu'il y a un continent, eux, ils se sont dit, on va aller chercher. Tu dis, non, à un moment, ils avaient besoin de ressources, mais avant même les ressources, je pense qu'ils exploraient. Non, moi. Les États-Unis ont été découverts en 1492. Non, je ne parle pas des États-Unis spécifiquement. De ce que moi je sais. Je sais pas comment est-ce qu'ils s'appelaient avant, mais on va les appeler français, etc. Ils ont une nature exploratrice. C'est vrai que derrière, il y avait cette volonté commerciale, les épices et tout, mais de base même, les épices, de ce que moi je sais, ça vient en second plan. C'est-à-dire, le roi, il veut des épices, il veut de temps en temps. On prend qui pour aller faire ça? On prend des gens qui ont la volonté de vouloir explorer le monde. Lui qui vient explorer, c'est pas parce qu'il veut voir les épices. Lui, c'est par la curiosité. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. C'est pour ça que même parce que les explorations à l'époque, il y a plein de morts. Tu n'as pas de carte, tu n'as pas de GPS, tu t'en vas, on ne sait pas dans combien de temps tu reviens. Mais il y a une nature d'exploration. Il n'y a pas de souci. Mais comment toi, tu sais qu'il n'y a pas de nature d'exploration en Afrique? Parce que déjà, la différence, c'est qu'en Europe, quand tu as une nature d'exploration, comme tu dis,
on le voit, ça se manifeste parce que tu as un bateau, tu as, on va dire, la logistique nécessaire pour pouvoir te déplacer de l'Europe aux États-Unis, enfin, en Amérique. En Afrique, tu n'as pas ça. Bon, quand tu dis que le gars, il n'a pas de nature d'exploration. Comment tu fais pour avoir le bateau? Parce que Tu veux te déplacer. non, mais parce que tu réponds à une problématique. Une des plus grosses forces navales de l'époque, c'était les UK. Pourquoi? Parce que c'est une île, ils étaient loin et pour se rapprocher de l'Europe continentale. Ils avaient besoin de construire des bateaux, se déplacer. La France. La France, c'est après qu'ils sont devenus une force continentale. Non, je ne parle pas de force. Maritime. On parle de construire un bateau. Qu'est-ce que je dis Je ne parle pas de toi, on connaît ta flotte navale, même un seul ou deux bateaux. Je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas de force militaire, je te parle même Oui. de besoin de construire des bateaux. Le besoin de construire des bateaux pour les UK en tout cas, c'est parce qu'ils sont mis et ils veulent se rapprocher de l'Europe continentale. Pareil pour les Vikings qui sont au nord de l'Europe. Mais un pays comme genre l'Allemagne, c'était quasiment inexistant, le flotte truc. Mais l'Allemagne n'a aucune connexion avec la mer. Oui, si, non. Non, l'Allemagne l'Allemagne a une connexion avec la mer. Il y a le continent. Oui, elle est là. Ah ouais, il n'y a pas un truc au nord. Non. Au nord, tu as Pays-Bas qui colle sur le côté. Non, le Pays-Bas, c'était une force aussi, une force d'exploration. C'est parce que ils sont axés à la mer. C'est ça, Portugal, l'Espagne, tout ça. Mais en vrai, en Afrique, tu n'avais pas ce besoin-là, parce que déjà, tout est sur la terre. Donc, pourquoi tu vas prendre de base? Parce que tu n'as pas de besoin. On parle de la technologie aujourd'hui telle qu'on la connaît, elle répond à un besoin, à des problèmes spécifiques. Si tu n'as pas de besoin, tu n'inventes pas. Moi, je ne dis pas que c'est faux. Du coup, ça rentre dans ce que je disais initialement. Il ne cherchait pas à aller vers l'extérieur. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est pas la colonisation, c'est la mondialisation, c'est l'exploration. En fait, je veux dire, la réponse à ça, ça n'a pas été. Mais il n'y a pas eu que la colonisation a été une réponse. Je dis, on ne serait pas. J'aurais dit très bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit, s'il n'y a pas de colonisation, on n'atteint jamais le niveau de développement qu'on a actuellement. Non, c'est là la nuance. Je n'ai pas dit, s'il n'y a pas de colonisation, on n'atteint pas le niveau de développement qu'on a. Je dis, s'il n'y a pas de colonisation, on n'atteint pas le niveau qu'on a maintenant. C'est-à-dire, actuellement, au niveau qu'on a, si on doit donner une note en 2025, on n'aurait pas cette note de modernisation. L'Éthiopie n'a pas été colonisée, par exemple. Peut-être qu'on serait plus loin. Ouais, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Est-ce que tu penses que l'Éthiopie, par rapport à un pays comme la Côte d'Ivoire... Il n'y a pas d'informations sur l'Éthiopie, l'Éthiopie n'a pas de retard technologique sur la Côte d'Ivoire. Ni sur l'Afrique du Sud, genre pas plus, en fait. Pas plus que genre, on disait pas. Mais ils n'ont pas été colonisés. Pareil pour le Libéria. Ils me disent qu'ils sont pauvres, mais ils n'ont pas de retard technologique. Pour moi, ils ont profité de la logique de mondialisation, post-colonisation. Non, mais justement, c'est la mondialisation. C'est pas non, post-colonisation. C'est-à-dire, si il y a 54 pays, supposons il y a 3 qui ne sont pas colonisés, il y a 49 qui sont colonisés. Les 49 post-indépendance, malgré tout le malheur que ça a causé, le petit bien, ça fait qu'il y a plus de regard vers l'extérieur. Pour moi, les 3 pays profitent de ce regard des 49 vers l'extérieur pour aussi avoir un regard vers l'extérieur, en fait. Donc, pour moi, l'argument de ils sont pas si tous les pays sont pas colonisés et ils ont ce niveau, là je suis totalement d'accord. Mais tu peux pas avoir une majorité de pays colonisés qui les ont tous et ceux qui sont pas colonisés disent que tu vois, ils sont collés gros, ils sont pas en retard. Ils vont faire comme les autres. Je dirais que l'Éthiopie en avance sur beaucoup de pays colonisés. Tu comprends pas mon argument. Si par exemple, si je prends un exemple. Si moi je vois, toi tu es là, quelqu'un vient, il te frappe. Et puis après qu'il t'ait frappé, tu commences à bâcher pour avoir la force pour ne plus que ça t'arrive. Moi on m'a pas frappé. Mais le fait que je t'ai vu bâcher pour ne plus que ça t'arrive, je vais commencer à bâcher aussi sans qu'on m'ait frappé. Donc, si moi, je vois un pays qui a été colonisé et post-colonisation, je vois que les morts, avant, ils n'avaient pas le besoin de bateaux, etc. Mais maintenant, ils regardent vers l'extérieur, ils cherchent à avoir des partenaires. Je vais chercher à faire comme eux. Je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, mais je vais quand même chercher à faire comme eux, en fait. Parce que je vois que, en vrai, c'est comme ça qu'on doit faire. Même s'il y a une majorité autour, c'est normal pour moi. Mais est-ce que sans qu'on m'ait frappé, genre le fait de, comme tu as dit, genre, faire aller à la salle, mais se muscler, tu aurais pu sans. C'est ça, donc c'était pas nécessaire. Quand on te dit, c'est que... Et aujourd'hui, on peut rien prouver qu'il n'y a rien qui peut nous prouver que si, à part le fait qu'ils n'ont pas été colonisés, ils sont peut-être en avance sur certains pays colonisés, il y a rien qui peut nous prouver que là, et c'est vraiment